Mesdames, Messieurs les magistrats, Mesdames, Messieurs les avocats, Mesdames, Messieurs les experts, Mesdames, Messieurs, chers amis. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille ici pour ce premier symposium de la revue Expert. Vous êtes nombreux et je pense que ça témoigne de votre intérêt et de votre curiosité pour le sujet traité d'une part et pour la revue elle-même. Je voudrais, avant de commencer, remercier M. Vincent Lamanda, le premier président de la Cour de cassation, qui a accepté que cette manifestation soit sous son haut patronage. Son absence nous était connue quand on lui a demandé sa participation, mais je sais qu'il aurait aimé être avec nous et je dois dire publiquement que depuis de nombreuses années, très nombreuses années, il a toujours soutenu très fermement la revue Expert. Je voudrais excuser aussi les professeurs Jean-Pierre Ollier, Marcel Rouffaut et Brigitte Mauroy, qui tous les trois au dernier moment sont retenus par des obligations universitaires, et aussi Philippe Lecause, qui est philosophe et qui n'est pas là pour la même raison. Avant toute autre chose, je voudrais vous présenter rapidement la revue Expert à ceux d'entre vous qui la connaissent peu ou pas du tout. Non pas pour leur rappeler que nous avons 25 ans d'existence dans 2 mois, que nous aurons, où la vocation initiale de ce magazine a traité seulement de l'expertise judiciaire, mais pour souligner aujourd'hui ses points forts, son ouverture à l'expertise amiable et publique, qui n'a pas toujours été très appréciée par les experts judiciaires, son passage de 4 à 6 numéros l'année dernière, la création d'une édition numérique lisible aujourd'hui sur des tablettes et des smartphones, sa base de données seule de son espèce, et je peux dire seule de son espèce en matière d'expertise, qui comprend plus de 2500 articles originaux écrits depuis 25 ans et une jurisprudence qui fait notre fierté et qui comprend la procédure expertale, la responsabilité de l'expert, les activités professionnelles hors expertise qui mèneront malheureusement souvent à des conflits. Mais il y a plus aujourd'hui et c'est le lancement depuis cette année de cette trilogie sur un sujet de société où les experts ont aussi leur place. Cette dernière est constituée en 3 temps. Le numéro qu'on vous a distribué sur le secret, qui est paru au mois de juin, un débat public aujourd'hui, dont on va vous dire un mot, et une vidéo qui paraîtra dans les semaines suivantes. Permettez-moi maintenant de dire quelques mots d'introduction à propos du secret et de ses déclinaisons. En juin dernier, nous l'avons abordé sous 3 aspects. Le secret, son partage et sa transgression. Je vais les développer rapidement. Le secret en droit positif, historiquement, vous savez tous qu'il est né au 4e millénaire avant notre ère et que c'était Hippocrate qui l'a lancé, fameux serment que les médecins prononcent toujours aujourd'hui. Puis au XIIIe siècle, ça a été attendez, excusez-moi, j'ai un trou. Ça a été le Latran IV et l'instauration du secret sacerdotal, puis les avocats ont rattrapé le secret après au XIXe siècle. Et enfin, c'est la CEDH, la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui en 1950 a introduit dans son codicile un article 8 qui prône le respect de la vie privée, de la vie familiale, du domicile et de la correspondance, et un article 10 qui demande la liberté d'opinion et d'expression. Enfin, dans le nouveau code pénal de 1994, l'article 226-13 qui régit le secret. Le secret, c'est un principe d'ordre public, fondement de notre société. Il concerne, et ça, il n'y a pas de définition légale, mais c'est aujourd'hui, on peut l'apprendre si vous voulez dans le corps de l'article 226-13 du code pénal, ce sont les informations à caractère secret dont on est dépositaire soit par profession ou état, soit par fonction ou mission temporaire. Ce secret est donc garanti par l'article 226-13 du code pénal. Il est dit absolu, mais il est assorti de nombreuses dérogations légales. Enfin, il n'est pas unique, comme on le pense souvent, mais protéiforme, à raison des domaines professionnels qu'il couvre et des règles juridiques applicables. Il n'est pas utile, à mon sens, de s'étendre sur le domaine professionnel parce que sa diversité est évidente pour tous, qu'il s'agisse des médecins, des religieux, du chiffre, du droit. Par contre, il peut être nécessaire, sans entrer dans le détail, d'évoquer un peu plus les dérogations visées aux articles 40, 226-14, 434.1 et 3 du Code pénal, qui rendent le secret inapplicable. Elles visent, selon les cas, ce que je vais vous dire, c'est un petit peu résumé pour les juristes, mais il n'était pas question de relire la totalité des articles.
Cet article vise donc tous les citoyens ou spécifiquement les médecins, les professions médico-sociales, les autorités constituées, les officiers publics et les fonctionnaires. Mais pourtant, elles excluent, selon les cas, des victimes majeures si elles le veulent, les parents et conjoints en cas de crime susceptible d'être prévenus ou les dépositaires du secret quand il s'agit d'une affaire comprenant un mineur de 15 ans ou des personnes incapables de se protéger à raison de leur âge ou d'un handicap physique ou psychique. Ces dérogations concernent, selon les cas, sévices, privations, agressions sexuelles et plus généralement les délits et les crimes avec ou sans armes. Le deuxième volet du secret, c'est son partage. À titre liminaire, rappelons que partager le secret, ce n'est ni le violer, ni en être officiellement délié. C'est une notion déjà ancienne. En 1955, le professeur Louis Porte a fait une déclaration à l'Académie des sciences en définissant, ou en montrant le cadre du secret. Il apparaît de plus en plus nécessaire aujourd'hui, ce partage, à raison du travail en équipe, de la communication des documents et de leur archivage. Mais juridiquement, ce secret n'est reconnu que dans 4 domaines professionnels, et ça seulement depuis la loi dite Kouchner du 4 mars 2002, où on a reconnu le droit de partage aux professions de santé. Puis, la loi de mars 2007 qui a reconnu le partage pour les professions médico-sociales, c'est-à-dire celles qui sont en charge d'enfants, de personnes handicapées, âgées ou de familles vulnérables. Les troisième catégories qui sont juridiquement reconnues sont les juges en matière de délibéré, d'instruction et de certaines spécificités pour les juges de tutelle, les juges des enfants, les juges aux affaires familiales. Enfin, dans la fonction publique, quatrième domaine, mais de façon plus ponctuelle et de préférence quand il s'agit de protection de l'enfance et de la délinquance. Mais ce partage, il n'intervient pas n'importe comment. Il a des limites qui sont très strictes. La première est le partage entre professionnels seulement. La seconde, on ne peut partager que ce qui est strictement nécessaire. Enfin, il faut avoir l'accord du bénéficiaire. Un cas particulier semble devoir être souligné, c'est l'affrontement, mais M. Vigneault, ici présent, vous en parlera sans doute plus, c'est l'affrontement entre 2 droits contraires mais également protégés, lorsqu'une partie qui veut faire preuve de ses droits se voit opposer le secret professionnel par la partie inverse. Enfin, l'extension légale à d'autres domaines nous semble aujourd'hui nécessaire, ne serait-ce que pour des raisons de cohérence. Troisième et dernier volet, c'est l'éventuelle transgression du secret. On sort là du cadre strict juridique. La transgression a été mise en lumière par un colloque qu'il faut souligner ici, qui a eu lieu à Rouen en 2011, à l'initiative du parquet général de la Cour d'appel de Rouen et de l'université de la faculté de droit de Rouen. Cette transgression, elle est parfois inéluctable. Elle relève dans la réalité quotidienne de graves situations individuelles où le silence doit cesser dès lors que l'intérêt de la personne protégée justifie sa révélation. Il se pose bien sûr au cas par cas. On ne peut pas légiférer sur ce point-là, et c'est en conscience que la personne dépositaire du secret va le transgresser et sous sa responsabilité. Son paradigme, c'est le malade mental, en situation dangereuse, déniant sa maladie, et vous l'avez compris, il n'est pas dans ces situations-là la possibilité d'obtenir son accord. Enfin, je voudrais, d'une façon un petit peu plus pratique, si vous voulez, vous parler de l'objet et de l'organisation de cette manifestation. On l'a souhaité pour rompre avec l'académisme de beaucoup de colloques aujourd'hui, surtout pour donner la parole en priorité aux participants et pas aux contributeurs, qui sont là au premier rang et ne sont là que pour répondre aux questions que vous allez leur poser. Pour réussir cette manifestation, un effort est donc demandé à certains d'entre vous qui veulent être informés, mais n'oseront pas toujours poser des questions. C'est pour ça que nous avons fait circuler des petites feuilles de façon à ce que, et c'est plus facile, vous posiez si vous le souhaitez, et on vous y engage très chaleureusement à poser des questions écrites que nous allons trier. Et mon ami Didier Prudhomme, qui est ici, qui va être l'animateur, le brillant animateur, je sais qu'il n'aime pas que je dise ça, de cette journée, vous aidera si vous voulez, parce que le problème, c'est que préparer un numéro comme celui qu'on a fait, c'est 6 mois, 8 mois de travail, mais
Ce sont 20, 30 bénévoles, si vous voulez, spécialisés, qui s'y sont attachés, et ce sont vos questions qui nous intéressent. Je voudrais vous dire enfin que les 3 aspects du secret professionnel qui ont été définis, que je viens de rappeler, qui ont été définis dans la revue, vont être abordés aujourd'hui sur un angle un peu plus différent, mais plus fonctionnel, semble-t-il. À savoir, on va traiter d'abord, ce sera la première table ronde, des secrets liés à la personne, c'est-à-dire essentiellement dans le domaine médical et médico-social. Deuxièmement, des secrets liés à la société, société civile et économique. Et enfin, des secrets de la défense nationale, qui, vous le savez ou l'ignorez, comprend un pôle politique, militaire, diplomatique, scientifique, économique et industriel. Donc la défense nationale, ça n'est pas que l'armée. J'en ai fini. Je vous remercie de m'avoir écouté. Madame le bâtonnier, je vous cède la parole.